18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler des mobilisations pour la semaine prochaine dans le cadre de la contestation contre la réforme des retraites. 3 journées de mobilisation, 7, 8 et 11, avec des syndicats qui sont un petit peu divisés sur la marche à suivre. Faut-il faire grève et bloquer les transports le 11 février, journée de vacances scolaires? On va regarder et écouter surtout ce reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner sur ces hésitations des syndicats et puis on en débat ensuite. Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail, arrache les affiches des précédentes grèves pour laisser place aux suivantes. Selon ce représentant de cheminots, pour se faire entendre par l'exécutif, il faut durcir le ton. On a un gouvernement qui est sourd, faut parler un petit peu plus fort, donc parler un peu plus fort pour les cheminots, et pas seulement pour les cheminots, c'est à la fois réussir le mardi 7, mais à la fois faire une journée supplémentaire le mercredi 8 avec d'autres secteurs professionnels. Si la journée du 7 février fait l'unanimité, ce n'est pas le cas du mercredi 8. Seuls Sudrail et la CGT appellent à la grève ce jour-là. Autre date clé, la semaine prochaine, le samedi 11 février. La plupart des syndicats de la SNCF ne se sont pas encore positionnés, mais Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, veut temporiser. Étant donné que ça sera un chassé-croisé au niveau des vacances de février, nous appelons plus à une mobilisation qu'à se mettre en grève. Une épée de Damoclès qui plane sur les vacances de nombreux usagers, notamment ceux de la zone B, pour le jour du grand départ. Surtout quand on travaille, on attend que ça toute l'année. Et j'estime que les vacances, on en a besoin, oui. C'est pas là qu'il faut frapper, c'est ailleurs. Et malheureusement, c'est toujours nous qui prenons et il y en a marre, quoi. Si on n'a pas de train, je ne sais pas comment on va faire. Soit qu'on sera obligé de partir en voiture, soit on annulera. Si les prochaines mobilisations ne changent rien, une grève reconductible est envisagée par les syndicats de la SNCF. Et on a posé la question aux Français de savoir faut-il interdire la grève dans les transports en commun pendant les vacances scolaires? C'est le cas notamment en Italie. Il y a une loi qui empêche de faire grève pendant les vacances scolaires. La réponse, selon notre sondage CSA pour CNews, c'est non. 57% des Français ne veulent pas qu'on interdise ces grèves pendant ces moments quand même assez familiaux. 43% oui. Éric Revel, c'est surprenant ou pas? Ça montre vraiment le taux d'adhésion à la contestation, ces chiffres. 57% des Français qui ne veulent pas interdire les grèves. On peut dire, ça montre que la mobilisation, j'allais dire populaire, prend de l'ampleur. On pourrait aussi voir les choses un peu différemment. On pourrait dire, les Français ne sont pas une incohérence près. C'est-à-dire, vous me gênez, mais quand on me demande mon avis sur faut-il des grèves ou pas pendant les vacances, les interdire, je suis plutôt pour ne pas les interdire. Mais ce que dit ce sondage, à mon avis, en creux, si je peux me permettre, c'est que là, vous avez testé les Français. Les Français. Et quand vous voyez ce qui s'est passé lors de la grande mobilisation d'il y a 2 jours, en fait, vous vous rendez compte qu'il y avait moins de grévistes, par exemple, à l'Éducation nationale, mais plus de gens dans la rue. Ça veut dire que ce mouvement est en train de devenir un mouvement populaire, hors syndicat. Il n'y a pas que des salariés syndiqués, il n'y a pas que des syndicalistes qui sont dans la rue. Et je pense, sans vouloir fracturer le front syndical autour de ces mots d'ordre, qu'en fait, certains syndicats se posent la question suivante. Doit-on décourager ceux qui ne sont pas syndiqués et qui viennent manifester? Certains ont déjà tranché, et un acte de responsabilité de la CGT Énergie qui a dit, nous, on ne va pas fermer les raffineries. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas, il faut pas désespérer Billancourt, mais il ne faut pas désespérer les gens du peuple qui viennent manifester aux côtés des syndicats. Et je pense que c'est peut-être ce qui explique cette espèce de positions différentes selon les syndicats, avec des contraintes plus coercitives pour les gens, jusque y compris pour les vacances, et d'autres qui au contraire disent on ne va pas les emmerder davantage. D'accord. Éric Nolot? L'évidence, c'est que si vous aviez posé la même question il y a 3 mois, vous auriez obtenu un résultat très différent, parce que je pense que ça, c'est un signal qui est envoyé à Madame Borne et au président de la République. C'est pour ça que je trouve que ça sent de plus en plus le brûler pour cette réforme, parce que le soutien populaire contre la réforme est en train d'augmenter. Pour parler plus clairement, le soutien en faveur de la réforme est en train de s'effriter. Sur le plan parlementaire, ça va de plus en plus mal, même au sein de la majorité. Chaque fois que les députés rentrent dans leur circonscription, ils ont affaire à ces gens qui ont répondu à ce sondage et qui leur disent « nous, on est prêts à aller loin ». Ils voient bien que ça peut durer très longtemps et qu'à la fin, la réforme peut être enterrée et que le coût politique sera très, très élevé. Donc, moi, j'accorde beaucoup d'importance à ce sondage qui me semble vraiment crucial. 57% des Français qui ne veulent pas qu'on interdise la grève, François Pupponi. Oui, parce que d'abord, les Français sont attachés au droit de grève. Du manière générale, même si parfois ils crient parce qu'ils sont plus gênés par une grève, mais ils sont pour ce droit de grève. Ils sont contre cette réforme majoritairement. Alors, par rapport aux syndicats, effectivement, l'idée, c'est de dire on ne va pas leur faire peur, on ne va pas essayer de les pénaliser. Le problème, c'est que s'il y a 2 ou 3 nouvelles manifestations qui sont prévues
où il y a beaucoup de monde et que le gouvernement ne recule pas, on tombera dans la grève dure. À un moment, les syndicats seront obligés d'y aller parce qu'ils savent très bien qu'une grève, elle se gagne comme ça. On bloque, ça devient impopulaire, mais les gens disent au gouvernement, OK, on en a marre, donc retirez vos textes pour qu'on retrouve une manière de circuler. Donc ils seront obligés, mais pour l'instant, ils ne l'annoncent pas. Ils ont raison de ne pas le faire parce qu'ils pensent qu'avec le peuple dans la rue, ça suffira. J'ai bien peur que ça ne suffise pas, et ça sera quand ça se durcira que le gouvernement sera peut-être obligé, si effectivement ça continue à se passer mal dans l'hémicycle, parce que... Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'hémicycle la semaine prochaine? C'est donc globalement 20 000 impossible. amendements, ça veut dire qu'on ne peut pas les étudier tous, On évidemment. peut pas les étudier tous, donc on n'ira pas au bout des amendements. Donc l'opposition dira, on nous empêche de parler, on nous bâillonne, etc. Le texte partira au Sénat en l'état, avec les quelques amendements votés, reviendra. Et après, le risque, c'est un 49-3. Parce que s'il n'y a pas de majorité, y compris avec les Républicains, le gouvernement devra faire voter le texte avec le 49-3. Donc, ça veut dire que la NUPS veut faire en sorte que le gouvernement passe en force, sur ce texte. Ils disent, il n'y a pas eu de débat. Pas le peuple, nous, on est le peuple. Exactement. Puisque les députés sont les représentants du peuple. On nous empêche de discuter sur un sujet aussi important. Donc, ce gouvernement ne veut pas écouter le peuple. C'est un peu paradoxal. Parce que un des moyens d'empêcher le passage en force, ce serait de faire tomber le gouvernement dans le cadre d'un 49-3. Et ils l'excluent par avance. Ils ne veulent pas mêler leur voix aux autres oppositions. Motion de censure, vous voulez dire. Motion de censure. Motion de censure, oui, tout à fait. 49.3. Oui. Non, bien sûr. En réponse au 49.3. En réponse au 49.3. Jean-Sébastien Ferjou. Moi, ce qui me frappe, il y a votre sondage qui est très intéressant, effectivement, qui probablement dit quelque chose aussi sociologiquement, parce que vous répondez quand même un peu au moment où on vous pose la question. Là, ce sont les vacances d'hiver qui arrivent. Tout le monde ne part pas, évidemment. Loin de là. Les gens qui partent au sport d'hiver, c'est quand même une fraction très minoritaire. Bien sûr. Il y a des gens qui vont juste dans la famille, et c'est pas forcément au sport d'hiver. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les vacances de Noël et que c'est aussi révélateur justement de ce qu'est ce mouvement d'un point de vue sociologique. Et il y a une autre enquête d'opinion que je trouve très intéressante. Il y a 10 jours encore, on disait qu'il y avait 2 tiers des Français, un peu plus d'ailleurs, je crois 67% si je me souviens bien, qui pensaient que cette réforme finirait par être votée. Là, je voyais aujourd'hui, ça n'est plus que 56%. C'est-à-dire que la proportion des gens qui commencent à entrevoir le fait qu'il serait possible d'entraver le gouvernement, elle grimpe. Et donc, ça a des effets politiques parce qu'il y a le Parlement, mais justement, jusqu'à présent, la stratégie du gouvernement, c'était de miser sur cette alliance de circonstances avec les Républicains. Je pense qu'on était à peu près à 2 tiers, 1 tiers dans le rapport de force des députés qui envisageaient de le voter ou ceux qui ne souhaitent pas le voter. On a vu Nicolas Sarkozy entrer dans le débat hier. Absolument. Je pense que les députés républicains, y compris s'ils se projettent dans le scénario d'une dissolution, ceux qui viennent justement de circonscriptions plus rurales, peut-être plus populaires, etc., sont en train de se dire que si réellement les Français ne souhaitent pas de cette réforme-là, peu importe le fait qu'eux-mêmes aient réclamé ou non cette réforme-là dans le programme de Valérie Pécresse, de toute façon, je ne suis pas sûr que grand monde se souvienne du programme de Valérie Pécresse, il ne faut pas la voter. Et donc, ça devient une toute autre donne politique pour le gouvernement, parce que faire passer cette réforme-là, effectivement, par un 49-3, ça n'a rien à voir avec le fait de l'avoir fait voter malgré la mobilisation du pays. Et le problème des Républicains, c'est qu'avec le nombre d'amendements déposés par la NUPES, on risque de ne pas pouvoir étudier les amendements des Républicains qui veulent modifier le texte pour justifier leur vote. Donc si à la fin le texte ne comporte pas les mesures voulues par les Républicains, ils auront beau rôle. Sûrement ça peut les arranger aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent modifier? Sur les carrières longues, sur les femmes, voilà. sur le fameux 1 200 € brut et net, et pour un peu tout le monde et pas seulement ceux qui avaient toutes leurs annuités. Donc ils voulaient faire des propositions pour l'améliorer, pour justifier leur vote. Mais si le débat n'a pas lieu et que leurs amendements ne sont pas retenus parce que justement, en fait, il n'y a pas de débat, certains de toute façon, on voit bien que le gouvernement... Ils ne vont pas voter, quoi. Ils risquent de dire le compte n'y est pas, donc on ne vote pas. On voit bien que le gouvernement se serait un peu perdu, ne serait-ce que dans la ligne d'argumentation qu'il suit. Ça a été une réforme qui a été présentée comme une réforme de justice. On est passé maintenant à une réforme de nécessité budgétaire. Donc on voit bien qu'ils n'ont pas trouvé le bon angle et que... que la première mouture, c'était une réforme totalement différente avant qu'elle soit... En 2019. Donc ça fait quand même beaucoup de zigzags. Encore autre chose. Oui, mais bien sûr. Et de facto, ils ont enregistré le fait que de toute façon, les Français ne seraient pas convaincus. Elisabeth Borne va essayer à nouveau de le faire ce soir encore dans une grande émission politique. Mais c'est profondément méconnaître. Les Français n'ont pas besoin de pédagogie. D'autant qu'on ne fait pas de la pédagogie sur l'ensemble des enjeux, parce que s'ils faisaient vraiment de la pédagogie sur l'ensemble des enjeux, on parlerait de l'impact du vieillissement, on parlerait de la dépendance, on parlerait de l'impact du vieillissement sur les dépenses de santé, et puis accessoirement, on le restituerait dans l'intégralité des problèmes de finances publiques qu'on a. On avait 155 milliards de déficit rien que sur les dépenses de l'État l'année dernière. Ça n'a aucun sens de se préoccuper que de ce trou de 13 milliards à l'abstraction de tous les autres. Regardez encore, quand on voit ce rapport sur les autoroutes que Bruno Le Maire refuse obstinément de publier
biais dont on voit qu'il y aurait 55 milliards de rentes indues pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Après la valse des milliards qu'on évoquait tout à l'heure pendant le Covid, la valse des milliards, justement tous ces déficits-là, mais les Français se disent pourquoi serions-nous les seules variables d'ajustement sans que jamais l'État ne fasse d'efforts lui-même par ailleurs. Et puisque Éric Nolot a lancé le grand sans compter qu'au début de la réforme, je ne sais pas si vous en souvenez, mais au début, certains ministres, dont Bruno Le Maire, expliquaient que la marge qu'on allait obtenir grâce à cette réforme des retraites ne servirait pas pour financer les retraites, mais pour financer la transition écologique. Vous vous souvenez? Donc c'est quand même... Ça ressemble un peu au début du mouvement des Gilets jaunes où on expliquait que la nouvelle taxe servirait à ça et en fait on nous a expliqué que ça servait à renflouer les caisses de l'État. Et mon dernier Décidément, les leçons ne sont pas tirées. Et mon dernier sans compter, c'est que je pense que l'appui de Nicolas Sarkozy avec cette interview dans le Figaro Magazine, il y a peut-être plus que l'ancien chef de l'État qui y croit, parce que quand vous regardez la façon dont il est perçu chez les LR aujourd'hui, après avoir quand même trahi son propre camp avec ce chèque de 2000 € qu'il a envoyé pour essayer de financer les difficultés financières de financer Madame Pécresse, je pense qu'il est... voilà, vous savez, souvent, ce sont les enfants qui coupent le cordon ombilical, sont les enfants qui coupent le cordon ombilical en général avec les parents. Là, d'une certaine manière, c'est le père qui a coupé le cordon ombilical avec ses enfants. C'est plutôt c'est votre théorie, ça. C'est votre théorie. Tout ça, en plus, sur un fond d'inflation qui impacte très, très fortement les porte-monnaies des Français. La consommation des ménages baisse, les prix du gaz et de l'électricité, vous le savez, continuent d'augmenter.